Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Peu de gens ont vu venir cette attaque du Hamas sur Israël, une attaque qualifiée d'attaque surprise. Maintenant, Israël fait un siège complet de la bande de Gaza. On coupe les approvisionnements en eau, en nourriture, en électricité et en carburant et on se prépare à une contre-offensive historique. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô, Bonjour. allô? D'abord, Yasmine, tes premiers commentaires, tes premières impressions sur ce qui se passe? Je sais pas pour vous, les gars, mais moi, j'ai passé une drôle de fin de semaine, comme si j'étais incapable de me reposer, comme si j'étais incapable de penser à autre chose. Je me réveille ce matin, là, je suis fatiguée, puis j'ai absolument rien fait de cette fin de semaine que de suivre ce qui s'est passé dans cette région du monde. Je suis absolument dégoûtée. Dégoûtée, là, puis je dois le dire, des actes de terrorisme, de la barbarie. Jamais je ne peux justifier, célébrer, expliquer qu'on puisse s'en prendre à des vieillards, des enfants et à des civils. Jamais je peux trouver un fil conducteur à la haine, au terrorisme, au fait d'aller s'en prendre à des civils qui n'ont rien demandé à la vie à part pouvoir en profiter puis qui ne peuvent pas le faire. Puis honnêtement, là, je regardais sur les réseaux sociaux, j'essayais de m'informer dans différentes chaînes de télévision sur ce qui s'est passé, puis je me dis, mon Dieu, qu'on va mal comme humanité. On est en train de perdre de l'humanité au fin fond de nous autres, là. Puis, qu'on se comprenne bien, là, moi, je vois du monde qui se retrouve un peu divisé entre la Palestine et Israël. Il s'agit pas ici d'un choix ou de mettre en équation des ambitions qui sont fort légitimes et qui peuvent être expliquées de la communauté palestinienne, du peuple palestinien. Il s'agit pas du peuple palestinien. Il s'agit du Hamas qui n'est pas représentatif de la cause palestinienne. Le Hamas est une organisation terroriste qu'il faut détruire. Le Hamas ne doit être combattu. Et il doit être combattu avec la même force que l'on a. Et cette force-là aussi, il faut protéger les civils. Il faut protéger les civils israéliens. Il faut protéger les civils palestiniens. Il faut arrêter la guerre. Moi, j'en peux plus qu'à chaque 3 semaines, là, on se réveille puis qu'on a une liste de civils, de jeunes, de vieillards, de femmes et d'hommes qui sont décédés alors qu'ils ne voulaient que profiter de la vie. Marc-André, as-tu vécu ça un peu de la même façon, toi? Oui, tout à fait. Avec la guerre en Ukraine, avec les médias sociaux, là, c'était comme une des premières guerres pour nous, là, pour un jeune homme de 40 ans comme moi, là, de dire, OK, là, on voit vraiment les atrocités de la guerre. Mais on dirait qu'en fin de semaine, là, on était comme 3, 4, 5 coches en haut de qu'est-ce qu'on a vu en Ukraine, je trouve. Puis c'est pas un concours, là, puis c'est pas de chercher des comparatifs qui sont... Mais non, c'est des images qui sont dures à regarder, c'est des histoires qui sont dures à écouter. Mais ce qui est difficile là-dedans, c'est que les gens qui sont dans la Hamas, ils ont pas on dirait qu'ils n'ont pas la même conception de la vie que nous, là. Ces gens-là sont prêts à mourir, là. Et c'est ça qui est dangereux à un moment donné. C'est que, tu sais, nous ici au Québec, là, je veux dire, notre vie, nos progénitures, nos projets, c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui fait en sorte qu'on fait attention à nous, c'est ça qui fait en sorte qu'on fait attention aux autres. Mais les gens qui sont à la bande de Gaza, ben eux autres, ils ont pas la même conception de ça, là. Et c'est ça que je trouve que ce conflit-là, avec les répercussions qu'on voit dans d'autres pays, puis là, est-ce que l'Iran est impliqué, de quelle façon, le Hezbollah au Liban, ça va être un long conflit, là. Je veux dire, on dirait que c'est le début de quelque chose, puis il y a d'autres pays également qui veulent passer des messages à la planète entière avec ce qui se passe actuellement en Israël. C'est ce que plusieurs craignent, hein, le début d'un long conflit, puis la suite des choses aussi, parce que d'un côté, il y a Israël qui prépare son offensive, qui a mobilisé là, des centaines de milliers de réservistes, qui déplacent des troupes, qui déplacent là, de l'armement.
Et parallèlement à tout ça, Yasmine, il y a aussi le Hamas qui dit « On va exécuter un otage à chaque bombardement d'Israël. » Pas rassurant. C'est terrible, c'est pas rassurant, puis c'est pas comme si le Hamas c'était une organisation sur laquelle on pouvait se fier puis s'asseoir à table pour négocier avec eux que de relâcher les otages. Tu sais, c'est pas une organisation avec laquelle tu veux négocier, tu veux parler, tu veux faire des concessions. D'un autre côté, le Hamas, il prend des otages évidemment israéliens, mais il prend aussi tout le peuple palestinien comme otage. Faut pas l'oublier, là. Il y a des otages israéliens, il y a des otages palestiniens, et le Hamas utilise tout ce monde-là comme bouclier humain pour essayer de faire avancer un agenda politique des plus désastreux, des plus barbares. La communauté internationale va devoir ici s'impliquer là, de manière à s'assurer de la libération, premièrement, des otages israéliens le plus rapidement possible. Ça, c'est le début qui est hyper important. Et une désescalade là, de ce conflit-là, de cette violence-là. Il faut que les soldats, les barbares, les terroristes du Hamas soient retrouvés, soient emprisonnés, soit traduits en justice, puis qu'ils puissent avoir le châtiment le plus important et pour venger ces vies-là, puis pour nettoyer la bande de Gaza. Ma crainte là-dedans, c'est qu'on perde dans la surprise, dans le dégoût qui est fort réel puis qui est bien légitime, c'est que on mette en équation des vies humaines. Toutes les vies humaines sont sacrées. Toutes les vies humaines sont sacrées. Et c'est important aujourd'hui, puis il faut être debout avec Israël, puis il faut soutenir Israël dans sa volonté de nettoyer la bande de Gaza de cette bande de terroristes-là. Mais il faut garder en l'esprit qu'il y a aussi d'autres victimes collatérales qui vont venir, puis elles doivent aussi être protégées. C'est intéressant ce que tu dis. Il faut soutenir Israël, parce qu'on a vu des manifestations au cours de la fin de semaine de part et d'autre. On a vu des manifestations pro-Israël, mais on a vu aussi des manifestations, Marc-André, pro-Palestine, qui ont été vivement dénoncées. Là. Je cite, entre autres, Marc Miller, là, qui disait « J'ai honte, je suis dégoûté de voir des scènes glorifiant la mort et la terreur. Le Hamas est une organisation terroriste. Personne ne devrait glorifier sa violence sanglante. » Pourtant, dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, on a vu des drapeaux de la Palestine. Oui, c'est un peu surprenant, mais c'est pas la première fois. Hein, dans le passé également, on a vu des gens avec des drapeaux de la Palestine. C'est sûr qu'avec ce que tu vois le samedi... Non, mais tu sais, avec ce que tu vois le samedi matin, c'est comme acte, avec ce qui se passe, puis tu vois ces gens-là, puis après ça, dans les rues, appuyer, tu sais, parce que t'appuies le Hamas. Là, moi, je comprends pas, là. Je veux dire, ça s'est toujours fait, mais ça veut pas dire que ce fois-là, faut le faire aussi. C'est très malaisant. Je suis content de voir que des ministres, comme Marc Miller, le dit, puis il y en a d'autres également qui l'ont dit, c'était dénoncé vivement. Mais c'est là les répercussions dans plusieurs pays. Il y a plusieurs pays où il y a des manifestants avec des drapeaux palestiniens que moi, je trouve que ça n'a pas sa place. Je veux juste mettre une astérix là-dedans, là, c'est important. Un drapeau palestinien n'est pas un drapeau du Hamas. Non. Mais la Palestine, c'est pas... oui, mais c'est important. Là, la Palestine, là, c'est pas le Hamas. Un drapeau palestinien... Puis attends, je dois redire un deuxième astérix. Il n'y aurait pas dû y avoir cette manifestation-là. Puis moi aussi, je suis gênée de cette manifestation-là parce que s'ils veulent soutenir la cause palestinienne, ils avaient 364 jours pour sortir soutenir la cause palestinienne. C'est pas après un carnage qui a fait des centaines de morts israéliennes que c'est le moment de manifester pour la cause palestinienne. Puis je vois le parallèle. Mais je veux juste pas qu'on embarque dans un autre amalgame ou lever le drapeau palestinien parce que la Palestine, c'est pas le Hamas, puis c'est important, c'est ce que le Hamas veut. Il veut qu'il devienne lui-même la Palestine, puis les Palestiniens eux-mêmes sont victimes du Hamas, c'est important de le dire, de le rappeler, de le souligner, là. Ouais, mais sauf que les gens, là, les personnes qui lèvent un drapeau palestinien, là, je veux dire, 12 heures, 24 heures, 36 heures après ce qui s'est passé samedi matin, je veux dire, je comprends que ces gens-là, ils ont leur cause, puis des gens qui sont également des victimes du Hamas. Mais à un moment donné, je veux dire, si tu lèves un drapeau à ce moment-là, puis t'es dans les rues en train de manifester, non, je suis d'accord. Là, si tu peux pas empêcher les gens, Yasmine, de faire des liens, là, et est-ce que t'aides ta cause à ce moment-là? Je suis pas convaincu. Non, mais je ne pense pas qu'ils ont aidé la cause. C'est ça que je dis. Moi, je dénonce cette manifestation-là que je trouve des plus dégueulasses qui aurait jamais dû avoir lieu, qui est anti tout ce qu'on peut imaginer de sage dans notre tête, là, tu sais, anti-paix, anti-tout. Je veux juste pas leur laisser à ces personnes-là qui visiblement manquent de jugement
embarquer dans notre tête, là, qu'on puisse y réfléchir 2 fois. Là, si eux, c'est des caves, nous, il faut pas qu'on le soit. Nuance importante. Alors, on va bien sûr continuer de garder un œil sur ce qui se passe à l'international. Ça aura des répercussions jusqu'ici, j'en suis convaincu. Parlons un peu de ce qui se passe au sein du Parti libéral du Québec, parce que, bon, on avait dénoncé ensemble le silence du chef intérimaire Marc Tanguay à la suite de ses allégations de harcèlement psychologique qui visait Frédéric Beauchemin. Frédéric Beauchemin qui est le seul candidat en liste là, parmi les députés qui souhaitent devenir chef de ce parti-là. Frédéric Beauchemin, finalement, au cours de la fin de semaine, a été exclu du caucus libéral. Marc-André, le temps qu'on fasse la lumière là-dessus, mais ça le place dans une drôle de position, alors qu'on va connaître là, dans les prochains jours là, les critères, les règles de la course à la chefferie. Oui, effectivement. Donc, en fin de semaine, on va connaître les règles lors du Conseil général du PLQ. Et oui, ça le pose dans une drôle de position parce que, c'était long avant que M. Tanguay, Marc Tanguay, lui demande de se mettre sur la voie de côté, qui est, sans être une exclusion, c'est tu te retires le temps pour pas nuire à tes collègues. Là, c'est un peu dans l'ABC habituellement, là, c'est habituellement le manuel, le guide que les chefs de parti et les députés suivent. Mais la question là-dedans, Alexandre, c'est est-ce qu'il va être capable de revenir? Et ça, c'est toujours difficile à prévoir, là, parce que une fois qu'il y a un processus en place, ben là, est-ce que la plainte va être reçue à l'Assemblée nationale? Ça, c'est une information qu'on ne connaît pas actuellement. C'est quoi vraiment le processus au sein du Parti libéral du Québec en tant que parti? Fait que ça peut traîner. Ça arrive à un très mauvais moment pour M. Beauchemin, qui s'est expliqué vendredi que, bon, son histoire, on a sa version des faits. C'est sûr qu'on n'a pas la version de la plaignante. Fait qu'on a comme une moitié de une version de l'histoire. Mais est-ce qu'il va pouvoir revenir pour quelqu'un qui veut briguer la chefferie? C'est sûr que ça part mal pour lui. Ça va être difficile. Honnêtement, ça va être difficile pour Fred Beauchemin. Là, tu sais, là, il va y avoir le conseil général. Comment il va pouvoir, lui, aller naviguer dans ce conseil général-là? Puis il peut pas aller là, puis serrer des mains, puis faire un peu sa promotion avec les membres, là, parce qu'après tout, c'est auprès des membres qu'il doit se vendre pour qu'ils votent pour lui. Puis moi, je m'explique toujours pas, là, puis j'attends d'avoir des explications. C'est la présidente de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec qui dépose plainte contre un député. Pourquoi c'est à l'Assemblée nationale que c'est traité? Parce que c'est dans le cadre de ses activités partisanes. Pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale... Aussi. C'est ça qui est délicat. Voilà, c'est le mélange des genres. Là, c'est quoi le chapeau? C'est le chapeau employé ou c'est le chapeau président de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec? Moi, j'ai de la misère à concilier tout ça. Puis j'espère aussi que ça va lancer une piste de réflexion au Parti libéral du Québec sur ce mélange des chapeaux, parce qu'il y a des militants qui ont des postes des employés, des postes aussi sur l'exécutif du Parti libéral du Québec. Il y en a d'autres qui sont dans le comité relance qui est d'André Pratt. D'ailleurs, une des personnes sur laquelle la plainte est dirigée à un des conseillers politiques de M. Beauchemin, payé membre du comité relance d'André Pratt. Tout ça rend un château de cartes fort délicat, puis dès que quelqu'un va commettre une erreur ou une indélicatesse, là, tout peut s'effondrer. Au-delà de la plainte qui vous sera traitée par les 2 instances, le Parti libéral devrait commencer à réfléchir sur ce mélange des genres entre le militantisme et le fait d'avoir des emplois à l'Assemblée nationale. Mais ce qu'on m'expliquait vendredi, c'est qu'habituellement, avec le nouveau processus là, qui est en place, qui peut, mettons, un employé, là, si on prend le côté employé de l'Assemblée nationale, qui peut passer par le bureau du chef ou le bureau du whip, c'est qu'habituellement, c'est que l'élu n'est pas contacté si la plainte est non recevable. Donc, s'il y a une plainte qui se fait puis que le bureau de l'Assemblée nationale dit que c'est pas recevable, l'élu le sait pas. Au moment où c'est recevable, là, on contacte... Non, c'est ça l'affaire ici. Là, on contacte le député. Mais là, la plainte a été déposée quelques heures ou jours plus tard, c'est dans les médias. Mais M. Beauchemin, il a appris, ce que je comprends, il l'a appris dans les médias. Mais ça, normalement, parce qu'on me disait également qu'il y a beaucoup, là, il y avait pas j'ai pas de pourcentage, mais il y a beaucoup de plaintes qui sont non recevables parce que les gens qui sont responsables de ça jugent que c'est un conflit de personnalité. Là. C'est pas du harcèlement psychologique ou il y a un conflit de personnalité. Dans ce cas-là, je le sais pas, là, mais ce qu'on m'explique, j'ai essayé de chercher à comprendre vendredi, c'est comment ça fonctionne. Là.
Et là, c'est là que j'ai appris que normalement, l'élu n'est pas avisé au début, là. Et c'est quand une plainte est reçue que là, est recevable, que là, on l'avise. Mais dans ce cas-ci, ça s'est comme été lancé dans les médias avant que, ce que je comprends, que l'Assemblée nationale ait eu le temps de faire son travail. Je comprends. Et qui avait intérêt à couler ça dans les médias? C'est ça, exactement. Il faut demander à qui profite le crime de couler ça dans les médias, évidemment. C'est clair. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. On se retrouve dans un Merci. prochain épisode.